Tendance première. 10h, 11h30. Merci de nous suivre ce matin. On avait prévu avec vous, Bruno Humbeck, bonjour, de parler foot aujourd'hui, parler euro et de prendre de la distance. Vous êtes psychopédagogue. Il y a beaucoup de choses à dire sur le foot et la psychologie et ce qu'on vient de vivre, parfois dans des matchs épiques et dramatiques. On n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà, les Diables Rouges ne sont plus présents. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Juste quand même, Bruno, une toute petite question. L'image que vous retiendrez peut-être de ce mois footballistique avant de vivre la finale dimanche. Il y a celle de ce capitaine, effectivement, mais ça j'en ai déjà parlé. Il y a aussi une autre qui est tout à fait intéressante, c'est ce défenseur italien capable de remettre du jeu en riant, Chiellini. en blaguant, Chiellini, dans des moments intenses. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a vu dans cette idée de... Parce qu'il n'y a pas de grandes vedettes, finalement, dans cet euro. Ce sont essentiellement des collectifs. Ça aussi, c'est joli à voir. Ouais. Les collectifs ont pris le pas sur les individus. Et les équipes qui émergent sont des équipes qui jouent un football très collectif. Mais il y a eu quelques très, très belles images individuelles au milieu de ces... Promis. De ces chorégraphies collectives. Ouais, on y reviendra, promis. Je sais que le football vous tient à cœur, Bruno Humbeck, et vous en parlez différemment que nos commentateurs qui sont dans un autre registre. Et on salue évidemment aussi les envolées lyriques de certains commentateurs. C'est très agréable. Vous savez que votre invité en face, qu'on a invité ce matin pour parler des réseaux sociaux, Yves Collard. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes expert au niveau réseaux sociaux, notamment formateur en éducation média à média animation. Pour la petite histoire, juste pour clôturer ce chapitre foot, vous avez écrit un livre sur l'épopée des Diables Rouges en 1986. Un mémoire d'étudiant, pour être plus précis. L'idée était d'analyser la manière dont une équipe de football se comporte un peu comme une société traditionnelle africaine ou amazoniaque. C'était assez concluant, je l'espère. Comme quoi, il y a aussi, et on le fera, beaucoup de choses à dire en prenant de la hauteur par rapport à nos terrains de foot. On met le sujet entre parenthèses. On va parler d'un sujet extrêmement intéressant qui occupe beaucoup de familles, et particulièrement peut-être pendant les vacances, puisque les enfants ont beaucoup de temps à passer sur leur téléphone portable, sur les écrans. C'est le réseau social TikTok. Pourquoi ce dossier aujourd'hui, Bruno ? On va te donner un peu le cadre général de notre discussion de ce matin. Il y a une recherche qui vient de sortir, qui est très très intéressante sur les jeunes filles de 10 à 13 ans, qui montre l'effet désastreux que ça peut avoir sur cette tranche d'âge notamment, parce que par exemple, pas seulement TikTok, mais tous les réseaux qui permettent de mettre en scène des filtres vont induire une perturbation très forte sur la construction de l'estime de soi des adolescentes. Ça, on le constate maintenant de manière très précise. On connaît les mécanismes par lesquels ça agit. C'est-à-dire que vous avez une image de vous-même. L'estime de soi, il faut comprendre, c'est une construction entre une image de soi, une connaissance de soi et un amour de soi. Et si votre image, vous savez effectivement que celle que vous révélez sur les réseaux sociaux, c'est pas réellement la vôtre, vous avez mis des filtres, vous avez un avatar qui fait de vous une Barbie. Mais vous êtes la Barbie. Les Barbies ont eu un effet sur l'estime de soi aussi un peu compliqué à gérer, parce que la Barbie, c'est l'idéal de soi. Vous ne serez jamais une Barbie. D'ailleurs, si vous êtes la Barbie vivante, elle tombe par terre, parce que les mensurations ne lui permettent pas de survivre. Donc c'est là, c'est un moteur d'idéal de soi. Mais le problème avec TikTok, c'est qu'on se met parfois, il faut évidemment être très prudent. Très prudent. TikTok, ce n'est pas que ça, c'est aussi des tas de trucs super. Et donc il faut vraiment bien faire la part des choses. Mais lorsque on constate que à un âge très compliqué, puisqu'il faut savoir que 3 jeunes filles sur 4 à 10 ans apprécient le reflet d'elles-mêmes dans le miroir. On n'en trouve plus qu'une sur 3 qui apprécie ce reflet quand elles ont 13 ans. Donc l'estime de soi est déjà très très fragile en termes d'image de soi. Et quand on sait que les jeunes filles qui utilisent TikTok, on arrive à se trouver 3 fois plus, à se retrouver moins belles ou plus laides que les autres, lorsqu'elles utilisent plus de 2 heures les réseaux sociaux, on peut quand même se poser des questions sur les perturbations que ça a. Bien sûr. Question essentielle, on va y rester et j'espère qu'on aura un retour d'auditrices et d'auditeurs ce matin via peut-être le SMS 60 31. N'hésitez pas, 75 centimes le message. Parents ou adolescents, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, à apporter vos questions ou vos commentaires. Tendance au pluriel première @rtbf.be ou bien la page Facebook de l'émission. On va rester un instant sur ce que vient de dire Bruno Humbeck comme psychopédagogue. Yves Collard, c'est
c'est la question du filtre. C'est vrai qu'il faut rappeler, et les adultes sont aussi sujets et objets de ce filtre qu'on met sur notre réalité. Oui. D'abord, je vais quand même préciser l'une ou l'autre chose. Donc, vous avez entamé le débat sur la question du temps passé, et puis tout de suite, on a glissé sur les mésusages de TikTok, comme si la préoccupation du temps passé par les adolescents était la porte d'entrée de tous les problèmes. Oui. C'est vrai que les adolescents, même plutôt les jeunes adolescents, fonctionnent par comparaison. Pourquoi vont-ils et elles sur TikTok ? En fait, pour voir, c'est quoi une grande ? C'est quoi un grand ? Et cet effet de comparaison peut avoir des effets, comme cela a été dit, négatifs, mais aussi potentiellement positifs chez des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont pas forcément à l'aise dans leur classe, à l'école, et puis qui vont trouver un groupe d'amis potentiellement rassurant, et des groupes d'amis qui vont écouter leur production, leur création. Donc effectivement, quand une recherche essaye de montrer que ça va pas, les résultats de la recherche montrent que ça ne va pas. Oui. Là où je suis aussi d'accord avec vous et qui pose question, c'est qu'on a essentiellement parlé des jeunes filles. Il est vrai que dans les réseaux sociaux, il y a une intense pression sur l'image de soi des jeunes filles qui est assez représentative de ce qui se passe dans la société, dans les réseaux sociaux. Et c'est pas seulement vrai sur TikTok. La jeune fille doit être à la fois désirable et en même temps respectable. Et donc la marge de manœuvre, très compliquée. Il y avait la publicité de manière très classique avant qui venait aussi questionner ce genre de choses. On est vraiment dans une envergure qui va au-delà, Bruno Humbeck. C'est la pub de résonance. Hein. Ouais. Ça vient d'être dit et de manière tout à fait pertinente. Le problème, effectivement, de l'image que les petites filles introjectent de ce qu'elles devraient devenir. C'est quelque chose qu'on doit travailler de manière très, très intense dans l'éducation, avec les réseaux sociaux qui sont une caisse de résonance aux problématiques habituelles. Et donc, par exemple, là aussi, où on voit la culture du défi. Le défi, a priori, c'est pas négatif. C'est négatif quand ça vous empêche le discernement parce que vous êtes uniquement attentif à ce que fait l'autre. C'est-à-dire que c'est une comparaison qui risque de vous détruire. C'est pas nouveau, hein. Prenez La Fureur de vivre de James Dean. Vous avez deux personnes qui vont se lancer un défi. On ne regarde plus sa propre voiture, on regarde la voiture de l'autre et on finit dans un gouffre. C'est ce qui se produit quand vous faites un défi duquel vous ne pouvez pas sortir, dans lequel vous mettez en scène quelqu'un qui n'est pas vraiment vous-même. C'est ça qui est très dangereux. Et c'est pour ça, effectivement, que lorsque je parlais de ce triangle, connaissance de soi, image de soi, amour de soi, lorsque ça finit par prendre le pas sur une image de soi que j'ai volontiers trafiquée, qui finit par perturber la connaissance que j'ai de moi-même. Parce que, est-ce que je suis cette jeune fille lissée, ou est-ce que je suis la jeune fille qui a lissé l'autre? Et donc, la connaissance de soi et l'image de soi vont déjà être en situation de tension. Si, en plus, vous avez le sentiment que, parce que c'est les likes qui vont poser problème, eh bien, si je n'arrive pas à me conformer à ce que les autres attendent de moi, on m'aimera pas. Voilà, alors justement, vous avez anticipé, Bruno, une intervention, et je le rappelle, merci, 6031, le SMS, si vous le souhaitez, par rapport au débat du jour sur les réseaux sociaux, 75 centimes le message, c'est vraiment la dictature du like. Quelqu'un nous dit, parler effectivement de, non seulement il y a des mises en scène pour essayer de donner une meilleure image de soi, mais elle est validée ou pas par ce nombre de likes. Oui. J'aurais envie de dire que c'est le cas de tous les médias. Votre chaîne est attentive aussi au nombre de likes, à l'audience qu'elle reçoit. Dans les réseaux sociaux, nous sommes tous et toutes des médias. Et donc nous sommes en attente d'une validation de ce que nous faisons. C'est particulièrement vrai, me semble-t-il, dans l'adolescence, où vient en plus se greffer la question de l'image de soi. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je plais? Etc. La question de la popularité adolescente a été quand même mise en scène dans un certain nombre de films de série B américains, ce qu'on appelle les college movies. Donc ça fait partie de la condition humaine de chercher à plaire. Est-ce qu'il faudrait, comme il y a certains pays qui le font déjà, et je pense qu'Instagram a vérifié, mais très récemment peut-être propose cette fonction de cacher le nombre de likes. Est-ce que Yves Collard, et puis Bruno répondra juste après, est-ce qu'une des pistes pour justement essayer de gérer ce rapport à soi, cette estime de soi et cette pression de la validation du réseau social, est-ce que ce ne serait pas de pouvoir cacher effectivement le nombre de likes et qui peut liker ma photo? Mais alors ça rendra les réseaux sociaux tout à fait inintéressants. Enfin, je veux dire, honnêtement, vous savez, moi, dans mon compte Facebook, si je publie quelque chose et que j'ai pas de like, je ne cache pas le like, j'élimine ma publication. En disant de toute façon, elle n'intéresse personne, donc je l'enlève. Donc ça me paraît assez
contre-productif et peut-être même un peu stupide de vouloir cacher le nombre de likes qu'on peut, on peut avoir. C'est l'avis que vous partagez, Bruno. Alors, stupide, je ne crois pas. Je pense que c'est une réflexion sur l'enjeu réel du réseau social. Beaucoup de parents s'imaginent qu'un réseau social, par exemple, c'est un outil de communication. C'est un outil d'installation du prestige social. Chez les enfants, comme chez les adultes, ça vient d'être dit. Si vous publiez quelque chose qui ne suscite pas d'intérêt... Oui, c'est intéressant l'expression que vous dites, Bruno. Je m'arrête volontiers et je la reprécise. L'installation du prestige social. Voilà, le but, c'est d'exister aux yeux des autres. Obtenir beaucoup de likes. La vraie carrière, c'est d'avoir tellement de likes que je finis sur YouTube et tellement de likes sur YouTube que je deviens un YouTuber ou un influenceur. Là, ça va me donner une forme de puissance parce que ce sont effectivement des installations hiérarchiques. C'est pour ça que c'est un haut lieu du cyberharcèlement, qui est une forme d'agressivité hiérarchique. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on ne peut pas laisser les adolescents et les adolescents, notamment, ceux qui sont très jeunes, sans accompagnement. Alors, j'ai dit accompagnement, j'ai pas dit contrôle. Contrôle signifierait c'est nul, tout ça, tu vas pas dessus, et on va contrôler les heures. Je vois beaucoup de parents qui sont obnubilés par l'idée de contrôler l'heure aux écrans. C'est un accompagnement, c'est on est là si t'arrive quelque chose. Par exemple, l'image que tu produis de toi, qui effectivement est une image qui doit être validée par les autres. Dans l'estime de soi, le mot important, c'est le soi. Un enfant n'a pas de soi, il a un moi, il existe. Le soi, c'est l'histoire que vous racontez à propos de vous-même, qui doit être plus ou moins intéressante aux yeux des autres, ou plus ou moins signifiante. Si je vous dis... Vous êtes insignifiant, tout ce que vous racontez n'intéresse personne, ce que vous vivez, vos histoires n'intéressent personne. Vous allez me dire, mais il est en train de m'agresser, cet homme-là. Et c'est effectivement encore plus mal vécu par les adolescents. Et donc, quand vous publiez des choses et que vous êtes ce qu'ils appellent un no-live, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de vie, ou quelqu'un ou un sans-ami, quelqu'un qui n'est jamais liké, c'est catastrophique. Donc, vous allez monter dans l'intensité de ce que vous allez démontrer et montrer, pour susciter du like. Et c'est pour ça que le défi peut être dangereux, parce qu'il impose à un moment donné d'aller très très loin dans ce qu'on va montrer de soi pour susciter de l'intérêt. Et là, vous avez parfois des pertes de contrôle absolues qui peuvent créer des drames. Oui. Je préciserai quand même que d'après ce que j'ai observé, et on l'a fait notamment à travers une enquête qui s'appelle Génération 2020, qui est en ligne sur le site www.génération2020.be, on voit quand même qu'il y a de forts mouvements de solidarité chez les adolescents, et on like un adolescent, une adolescente, pour lui faire plaisir, pour renforcer la cohésion du groupe. Donc la valeur, la vertu du like, c'est pas juste une recherche de popularité et de prestige social, c'est aussi un moyen de renforcer un groupe, de liker l'autre en espérant être liké à mon tour. Donc ce jeu autour de like est extrêmement complexe et c'est pas simplement dire j'aime ou j'aime pas. Oui, c'est terriblement, je vous écoute avec beaucoup d'attention et c'est vrai qu'on sent toute la profondeur du sujet quand on essaye de se dire tiens finalement quelle attitude avoir, et on va essayer tout au long du dossier de peut-être donner des conseils à des parents sur vous le disiez, l'image peut-être physique que son enfant produit ou donne sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Comment intervenir? Comment lui conseiller? On en parlera évidemment tout à l'heure. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Bruno, à ce stade-ci de l'émission, on parlait vraiment du like. Est-ce que vous êtes psychologue, psychopédagogue? Juste une question sur est-ce que ça modifie peut-être la structure même cérébrale, cette pression du like, cette vie virtuelle qui s'invite en permanence dans notre vie réelle? Est-ce qu'on a déjà du recul pour dire que dans notre plasticité peut-être du cerveau, à la fois il y a des choses qui changent? Psychologiquement, même physiquement, quand vous recevez un message de rejet, par exemple, sur des réseaux sociaux, vous aurez l'impression que dans la pièce, il y a 3 degrés de moins que physiquement ressenti. Simplement parce que le rejet est très très mal vécu sur les réseaux sociaux. Les messages qui signifient simplement qu'on n'accepte pas ou que vous êtes inintéressant. Ce sont les pires, c'est-à-dire ceux qui vous rendent aveugle. Oui. L'absence... La difficulté, c'est qu'on est seul face à l'écran. Alors, si ça se produit dans une fête de famille, on est seul et on est écrasé. Parce que le gros problème de l'écran, c'est qu'il vous rend impuissant à réagir. Vous êtes face à quelque chose qui va se mettre en route et vous allez voir effectivement des messages se démultiplier. Si vous intervenez, vous intensifiez la virulence des messages. C'est pour ça que c'est très très compliqué de réagir et qu'il y a un sentiment d'écrasement. Mais comme ça a été très bien dit, il faut toujours, avec les réseaux sociaux, comme avec tous les progrès humain, se méfier de diaboliser. Les progrès, c'est toujours une roue à 2 faces, disait Victor Hugo. Une face qui fait avancer les choses, une autre qui écrase les gens. Et il faut être très, très attentif à ne pas rejeter complètement, y compris TikTok, qui est effectivement, pour certains,
produit des mouvements, y compris de solidarité, des mouvements très intéressants. Rejeter complètement ou diaboliser complètement, ce serait négatif. Il faut accompagner de façon à ce qu'on puisse contrôler tous les effets négatifs en temps réel parce qu'ils sont fulgurants. C'est aussi un des problèmes des réseaux sociaux. On va devoir marquer une première pause, si vous le voulez bien. Quelqu'un nous dit par SMS, et on le remercie, quand un ado se pense laid, c'est normal. Ça passe avec le temps, donc peut-être qu'il ne faut pas nécessairement aussi trop diaboliser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on aurait pu inviter aujourd'hui des ados pour en parler. Nous sommes adultes, peut-être qu'eux ont une image complètement différente de ce qui se passe. La personne nous dit en revanche, l'absence d'une vraie vie sociale est désastreuse. Là, peut-être que les réseaux apportent un semblant de vie sociale ou pas. On essaiera d'y répondre. On va marquer une pause si vous le voulez bien. Yves Collard, on se retrouve juste après, et Bruno Humbeck sont avec nous jusqu'à 11h15. Tendance première. Très heureux d'être avec vous ce matin pour un sujet extrêmement pertinent, intéressant et très dense. Ce sont les réseaux sociaux et notamment le réseau TikTok, l'utilisation auprès des jeunes avec cette grande question posée par Bruno Humbeck. Vous êtes chroniqueur régulier sur notre antenne, Bruno, comme psychopédagogue, et c'est la question de l'estime de soi, des dangers de réseaux sociaux sur l'image que renvoie aux adolescents et adolescentes particulièrement le réseau social. Yves Collard est avec nous pour Média Animation, où vous avez une connaissance aussi pointue de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Et juste avant de marquer une pause, je disais, nous, en tant qu'adultes, on porte un regard sur, et on essaie d'analyser ce qui se passe. Yves Collard, peut-être que les ados ont un discours peut-être totalement différent. Tout à fait. Donc on l'a bien vu dans notre enquête Génération 2020. Pour nous adultes, nous sommes focalisés sur la question des écrans. Les écrans, TikTok, YouTube, etc. Les adolescents ont un autre point de vue. Pour eux, ces écrans sont transparents. Ils jouent, ils socialisent, ils discutent, ils se disputent, ils s'informent. Quand on prend comme angle d'attaque le média, j'ai l'impression qu'on se trompe de cible. C'est ce que disait Bruno Humbeck, on ne peut pas aller contre le progrès. Il y aura la question, bien sûr, de l'accompagnement, Yves Collard, et je reste avec vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut certainement pas démissionner en disant qu'ils savent utiliser, comme vous dites, l'écran est omniprésent dans leur vie, donc ils pourront bien tirer le vrai du faux de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou bien au contraire, il faut nécessairement en tant qu'adulte intervenir et mettre des balises où il faut en mettre. Alors premier constat, les adultes n'interviennent pas. Déjà chez les enfants, les adultes interviennent uniquement sur la gestion du temps, la durée des écrans et le moment où les écrans sont utilisés. À l'adolescence, c'est terminé. Les parents ne contrôlent plus rien, sans doute par désintérêt pour la chose, en partie aussi parce que les adolescents leur font comprendre que c'est leur affaire et donc les parents n'ont rien à y voir. Alors, oui, bien sûr, il faut que les parents coopèrent, il faut que les parents accompagnent, sans diabolisation, sans jugement a prioriste sur les pratiques de leur adolescent ou de leur adolescente, mais il faut aussi bien se dire que cet accompagnement, il est malgré tout nécessaire. Il faut jouer sur l'absence, il faut jouer sur la présence à certains moments, être là quand ça va pas, être là quand ça va aussi, mais je dirais de façon non intrusive, aussi non intrusive que possible. Ça a complexifié, on en parlera peut-être tout de même, la parentalité aujourd'hui, et ces réseaux sociaux sont formidables pour des tas de choses, mais ça complexifie tout de même. Yves ? Ouais, je voudrais quand même ajouter qu'il faut se méfier aussi d'un excès de professionnalisation du métier de parent. J'aurais envie de dire que le seul spécialiste de l'enfant, c'est son parent. C'est son parent qui doit arriver à gérer un certain nombre de situations. Les jeunes sont extrêmement différents les uns des autres. Alors, on pourra donner des petits trucs. Mais je crois que le plus important pour les adultes, pour les parents, c'est avant tout de faire passer des valeurs. Ce qui est vraiment important, c'est d'éviter de diaboliser les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment indispensable parce que la diabolisation crée le silence. Si vous dites à votre enfant, c'est nul, va pas là-dessus, attends d'avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans et on essaie de reculer l'âge, vous allez créer le silence parce que l'enfant, c'est ce qu'il va entendre. On t'avait dit de pas aller là-dessus. Si vous dites, c'est super, tous ces réseaux sociaux, même TikTok, ça peut être sympa. Mais si t'arrive quelque chose, tu nous en parles, parce qu'on saura réagir. C'est toute la posture d'un parent, c'est d'être disponible sans être envahissant. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement et pas de contrôle. On est là. On est là pour t'aider à construire, parce que l'estime de soi se construit prioritairement dans des relations humaines
aimante et sécurisante. On y reviendra, parce qu'il y a 2-3 commentaires justement sur l'accompagnement de nos adolescents, comment effectivement mettre le curseur sur l'accompagnement. J'aimerais qu'on revienne, et on le remercie, donc 6031 le SMS, 75 centimes le message, allez via la page Facebook si vous le souhaitez apporter un commentaire ou une question sur le dossier du jour. La personne qui nous disait l'adolescence, il s'y joue beaucoup de choses sur la laideur aussi, on se sent laid quand on est adolescent. Aujourd'hui, ces réseaux sociaux viennent mettre une pression par rapport à ce phénomène. Alors pour une raison très simple, on appelle ça la dysmorphophobie chez l'adolescent. Votre physique n'est pas installé, il bouge tout le temps. Et donc forcément, s'habituer à soi, c'est tout un travail. Et donc, cette impression de laideur, ce souci qu'on a, par exemple, de mettre en place un look qui va nous permettre de nous mettre en scène par rapport aux autres dans une image qui s'installe dans la durée. C'est tout l'enjeu de l'adolescence. C'est pour ça qu'il y a une fragilité majeure de l'image de soi dont on doit tenir compte dans le travail d'éducation. J'aime bien le terme maturité numérique. Et on doit accompagner cette maturité numérique. C'est compliqué, les mondes numériques, parce que vous mettez en scène des avatars, parce que le soi, c'est quelque chose qui se rend d'autant plus complexe que vous avez une manière de vous mettre en scène qui peut se démultiplier. Cette maturité numérique, elle doit être accompagnée chez les enfants, chez les adolescents, sans diabolisation, avec cette idée que on va toujours être présent pour vérifier les effets que l'utilisation du média produit sur toi. C'est ça qui est difficile à gérer. Oui. Pour rester un instant encore sur l'estime de soi, c'est vrai qu'on nous a relayé pendant l'émission un article qui montrait que certains jeunes, malheureusement, et ça peut être bien sûr des cas isolés, ce n'est pas évidemment la majorité, des jeunes qui recourent à la chirurgie esthétique pour ressembler peut-être plus à leur image avec des filtres sur Instagram ou sur TikTok. Alors c'est tout le problème de la photo d'ailleurs. Chaque fois, c'est vrai pour un adulte, c'est encore plus vrai pour un adolescent. Quand vous avez une photo, ça s'appelle une épreuve. Et c'est une vraie épreuve psychologique. Quand vous regardez vos photos de vacances, avant, on allait regarder vite les photos sur lesquelles on se trouve en disant « voilà, là, je suis moche, je ne veux pas que la montre, etc. » Et actuellement, les photos sont devenues celles qu'on publie. Il faut savoir, par exemple, qu'une jeune fille de 13 ans va faire en moyenne 8 selfies avant d'en publier un. Elle va mettre 9 minutes à publier cette image contrôlée de soi. Ça veut dire qu'on ne va pas vous dire « la photo est moche », on va vous dire « tu es moche ». Et donc c'est beaucoup plus, ce qui est mis en jeu va beaucoup plus loin que la simple photographie de soi. Quand on a fait 8 tentatives pour essayer de se présenter au mieux aux yeux des autres, qu'en plus on rajoute un filtre, et que malgré tout, vous entendez que vous êtes disqualifié, vous vous dites « mais j'ai un physique désespérant à assumer ». Et là, on a effectivement des drames qui sont exceptionnels. Et je pense qu'il faut aussi vraiment ne pas diaboliser ce qu'on est en train de dire. Il y a des drames, il y a des suicides, il y a beaucoup de choses difficilement vécues sur les réseaux sociaux. Dans l'immense majorité des cas, on a un jeu avec l'image qui peut être tout à fait sympa, qui est je vais me montrer et on va échanger à propos, par exemple, des images ludiques de soi qui sont des manières très positives sur TikTok de se mettre en scène en faisant des grimaces finalement, comme on l'a toujours fait pendant l'enfance et l'adolescence, quand on fait des grimaces devant un miroir, c'est une façon de se dire, tiens, je pourrais être plus laid que ça. Et je peux jouer avec cette laideur. On le fait sur TikTok, on le fait dans un cadre ludique, et là, ça marche bien. Mais il y a aussi des situations beaucoup plus difficiles à gérer. Il y a aussi des situations où on essaye de mesurer entre amis la loyauté de l'autre. Et donc, on va travailler son image pour se rendre tout à fait moche, tout à fait beau, quelque part entre les deux, absolument rigolo, pour voir si la solidité de l'amitié reste valide. Et donc vous avez aussi un certain nombre de jeux qui sont assez complexes. À nos yeux, il y avait une citation, une phrase qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux des jeunes maintenant, qui consiste à dire nous sommes amis, ça me donne le droit de t'insulter, et si jamais quelqu'un d'autre ose le faire, je prendrai ta défense. Donc, par rapport à la question de l'insulte, cette espèce de bousculade qu'on peut avoir entre les adolescents, il ne faut pas que les parents s'alarment trop vite. Mais je crois que les codes sont différents. Les codes sont différents en fonction des réseaux sociaux dans lesquels on se trouve. Les codes sont différents en fonction des groupes virtuels ou numériques dans lesquels on se trouve, en fonction des groupes physiques dans lesquels on se trouve. C'est le premier conseil qu'on pourrait donner aux parents, et vous l'avez fait, Yves Collard, c'est s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et essayer de comprendre justement la mécanique d'Instagram, de Facebook ou de TikTok. Question existentielle pour vous, Yves Collard. Est-ce qu'on peut être un jeune épanoui aujourd'hui sans être connecté aux réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut être un jeune bien dans sa peau sans avoir de compte Instagram, Facebook ou TikTok ?
Alors, il y a des méta-analyses, des méta-recherches qui ont été faites et qui montrent que l'inscription dans les réseaux sociaux ne modifie en rien le bonheur individuel. C'est une recherche notamment anglaise, sauf pour les 0,5%, ce qui sont beaucoup trop, mais aussi pour les 0,5% qui n'y sont pas du tout. Donc, est-ce que ça peut affecter la vie de quelqu'un, le bonheur individuel de quelqu'un? C'est si on y est vraiment beaucoup trop, et si on n'y est pas du tout. Oui, Bruno. En même temps, à condition que cela corresponde aux valeurs éducatives qu'on a reçues durant... Il y a une grosse différence qu'il faut faire entre le retrait volontaire des réseaux sociaux et le fait d'être empêché d'y aller. C'est un espace de construction identitaire collectif. Ça a été très bien expliqué par Yves Collard. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma dans lequel on vit des agressions, on vit des restaurations, on vit plein de choses. On doit être accompagné là-dedans parce que quand on est isolé, et c'est tout le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est la manière dont on le vit, dont on vit ce que on expérimente sur les réseaux sociaux qui est important. Oui. Un parent nous dit, ça me paraît difficile de priver ou de dire que ma fille ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Non seulement difficile, mais c'est pas souhaitable. Si vous empêchez cet espace de construction identitaire, vous risquez de créer de la tension, de diaboliser le réseau, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de créer de la tension. Par contre, un retrait volontaire, et on en a qui disent moi ça ne m'intéresse pas les réseaux sociaux, j'ai d'autres espaces de construction de moi-même. Très bien, mais c'est le retrait volontaire, c'est pas l'empêchement, et on n'empêchera pas un adolescent, on risque de le marginaliser dans ces différents groupes dans lesquels il doit s'inscrire si on diabolise le réseau, si on le freine dans sa tendance à y aller, mais il faut de nouveau être disponible pour entendre ce qu'il y vit. C'est très différent d'un adolescent. Commentaire avant de marquer, il nous reste 1 minute avant le journal de 11h. Merci d'être là. Quelqu'un nous demande de souligner aussi la créativité des adolescents sur les réseaux sociaux. Tout à fait, ça me paraît vraiment capital dans les réseaux sociaux, y compris dans TikTok. Et avant tout dans TikTok, on peut apprendre à faire du montage, on peut apprendre à raconter une histoire, à savoir quelle histoire raconter pour que cette histoire plaise aux autres. On peut après aussi en discuter avec les amis et les amis. Ça peut donner envie de lire, d'écrire et d'apprendre une langue étrangère. Apprentissage et réseaux sociaux ne sont pas forcément un oxymore. Pas du tout, c'est ce qu'on appelle l'éducation non formelle. Bruno, sur cette question-là, c'est très clair que ça contient le meilleur et le pire, et c'est pour ça qu'on doit être attentif à ce qui est vécu, ne pas diaboliser parce que c'est une façon d'être attentif mais de manière négative, donc être attentif positivement, c'est-à-dire je suis disponible pour qu'on parle de tout ce que tu vis, de tout ce que tu expérimentes, parce que c'est un espace, et c'est tout le problème de ces espaces virtuels. L'espace virtuel n'est pas un espace irréel, c'est un espace où on vit des choses réelles, et il faut pouvoir en parler avec ses enfants et ses adolescents. Merci beaucoup Bruno. Yves Collard, on y reviendra bien sûr juste après le top horaire, les informations de 11h, le réseau social TikTok sur La Première. C'est de la mondialisation, parce qu'il y a une mondialisation des apparences. Voilà, le débat a déjà repris entre deux invités et c'est intéressant de vous entendre. On va le faire, promis. On en parle encore pendant quelques minutes de ce réseau social TikTok, et Bruno Humbeck à l'instant nous parlait justement canaliser ce réseau nous permet de toucher les différentes problématiques liées à l'adolescence. Aujourd'hui on en parle jusqu'à 11h15 et puis nos rendez-vous, nos retrouvailles. Autre question importante d'actualité aujourd'hui avec nos ados et nos adultes, la question du genre. On fera connaissance avec une équipe qui compte, qui apporte des récits justement sur cette question du genre pour les enfants. Ce sera en toute fin d'émission. Merci d'être là. Tendance première, Fabrice Lambert. Et le débat que nous faisions, micros ouverts, Bruno Humbeck comme psychopédagogue, merci d'être là. C'est que vous nous disiez, Yves Collard commentait aussi, vous représentez Média Animation, vous êtes éducateur aussi au sein de cette ASBL pour les réseaux sociaux. Bruno Humbeck, c'est que analyser comme on le fait depuis quelques minutes un réseau social comme TikTok permet aux spécialistes et aux adultes de mettre le doigt sur ce qui se joue aujourd'hui pour nos ados. Par exemple, la tyrannie de l'apparence chez les jeunes filles, les très jeunes filles, à partir de 10 ans, entre 10 ans et 13 ans, on voit effectivement que le reflet dans le miroir devient de plus en plus problématique et que surtout, l'idée, c'est d'apparaître d'une manière parfaite, et avec effectivement quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut une image hyper sexuée, mais contrôlée, avec tout ce que ça suppose effectivement comme relais par rapport aux autres, qui t'as l'air d'une pute, et ça c'est
effectivement une disqualification, ou t'es pas sexy du tout, c'est une autre disqualification. Et cette tyrannie de l'image qui montre effectivement que l'estime de soi, eh bien, a tendance sur ce fameux trépied amour de soi, connaissance de soi, image de soi, à faire trop reposer sur l'image de soi. Et là, il y a un rôle éducatif parental qui doit pouvoir se substituer à la prise en charge de l'estime de soi par les réseaux. C'est rassurer l'adolescente notamment sur l'image. Évidemment, qu'elle produit d'elle-même. À mon époque, on parlait d'âge ingrat pour parler de cet âge-là. Ouais. L'âge bête. Ou l'âge bête qui correspondait, on cumulait ingrat et bête. Pour parler de cette crise d'adolescent, qui est cette période d'installation de soi dans laquelle, effectivement, on a encore un corps qui est celui d'un enfant, mais qui voit émerger le corps d'un adulte. C'est très compliqué à vivre. Évidemment, quand on parlait d'âge ingrat, on acceptait cette idée que pendant une période flottante, eh bien, on allait avoir une image un peu compliquée à gérer, avec parfois du surpoids, avec des formes qui naissent, mais qui n'ont pas encore. Actuellement, comme vous pouvez tout gommer, vous n'avez plus une Barbie dans les mains, vous devenez votre propre Barbie. Et ça, on a vu les effets négatifs sur l'image de soi de la poupée Barbie. Maintenant, on les constate sur un individu qui se prend comme une poupée, qui doit se mettre en monstration, en démonstration par rapport aux autres. Et là, la tyrannie de l'apparence, que la publicité, après, va relayer. Et donc, sur le plan de... vous avez un sujet sur le genre, par exemple. Je crois que c'est là aussi qu'on doit pouvoir insister. Les petites filles n'ont pas une obligation d'être plus présentables que les petits garçons. Or, elles se donnent toujours cette obligation-là sur les réseaux sociaux. On le voit notamment sur TikTok. Oui, pas seulement sur TikTok, mais déjà pour les plus grandes aussi, sur leur compte habituel. Il y a un contrôle de la sexualité des filles par les garçons. Et c'est pas forcément dans la répression, c'est au contraire dans la validation. Ah, t'es top biche, t'es canon, t'es superbe, continue, on t'aime bien comme ça, etc. Donc ça n'est pas forcément dans une violence de réaction insultante, c'est parfois dans le contraire, dans la validation. Oui. Vous connaissez bien, Yves Collard, les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé aussi, l'influence de ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs qui ont, et j'espère qu'ils prennent la mesure de l'impact qu'ils peuvent avoir dans le message qu'ils donnent. Est-ce que, par exemple, sur ces questions d'estime de soi, sur la question de prendre la distance par rapport à l'âge ingrat de l'adolescence, est-ce qu'on peut voir fleurir des influenceurs qui tiennent un discours pour justement alerter là-dessus ? Yves Collard ? Oui, il y en a aussi bien des influenceurs que des influenceuses, et je pense que ça a quand même un effet auprès des jeunes. Qui leur dit tout simplement... Je tiendrais pour méprisant qu'on considère toutes les petites filles comme des poupées Barbie. Du reste, je constate quand même qu'à l'âge de 4-5 ans, elles se déguisent toutes en princesse Disney. Donc c'est un vieux problème qui est amplifié sans doute par les réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux, ce qu'on constate, c'est quand même à l'adolescence, de fortes interrogations sur qu'est-ce que c'est que d'être une fille, qu'est-ce que c'est que d'être un garçon, comment je dois me comporter en tant que fille, comment je dois me comporter en tant que garçon. Et là, le travail éducatif, il est important. Il a un travail à la fois d'éducation aux médias, mais aussi d'éducation à la vie sentimentale et affective. Et d'éducation genrée. Observez simplement la façon dont vous devenez un influenceur, et j'ai failli dire une influenceuse, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous inciter à acheter des produits pour aussi contrôler votre apparence, et la façon dont vous devenez un youtubeur. Les youtubeurs, y compris celui qui vient régulièrement chez vous, Guillaume par exemple, ce sont des hommes, des garçons, qui peuvent jouer aux idiots, qui peuvent jouer aux bêtes, et qui peuvent, dans cet âge ingrat qui était aussi l'âge bête, qui peuvent mettre en scène l'âge bête, mais d'une manière telle qu'ils finissent par devenir hyper populaires, par cette mise en scène d'eux-mêmes. L'éducation genrée a encore du travail sur les réseaux sociaux, notamment dans cette manière de considérer que la fille doit se mettre en scène d'une manière soignée, d'une manière sexy, effectivement. Alors, ça a été très bien dit, avec des messages positifs. Sur les réseaux sociaux, il faut se méfier autant des messages positifs qui vous poussent à faire toujours davantage. Un influenceur, c'est quelqu'un qui va vous pousser à faire toujours davantage, mais toujours dans le même sens. Dans le sens du culte des apparences, par exemple. Et là, sur le plan de la discrimination genrée, il y a du boulot, parce qu'on constate effectivement que beaucoup de filles entretiennent cette image d'une fille qui doit véhiculer une image parfaite, lissée, et que si on n'est pas capable de la lisser avec tous les moyens qu'on a, on est coupable 2 fois.
voire 3 fois. Coupable d'être moche et de s'exhiber malgré tout, coupable d'être moche et de s'exhiber sans se corriger. Et donc, vous n'avez pas d'autre choix que celui d'exister sur les réseaux sociaux de manière parfaite. C'est très, très dangereux pour l'estime de soi. Et en ajoutant une dernière culpabilité, la culpabilité de ne pas savoir maîtriser les réseaux sociaux, tout à fait. Qui est aussi un blâme souvent l'estime de soi, il faut bien comprendre ça. L'estime de soi se construit mieux en assumant ses imperfections qu'en essayant de viser la perfection. Il faut pouvoir dire ça, non, je suis pas ça, ça je suis pas. Mais c'est pas un problème, on m'aime quand même, et je me connais suffisamment que pour pouvoir révéler mes failles et manifester mes faiblesses. Juste une petite question sur l'âge. On peut être relativement optimiste et se dire qu'à partir d'un certain âge, ces questions-là s'estompent un tout petit peu. Bruno, à partir peut-être de 16 ans. C'est pour ça que je parlais de maturité numérique. 18 ans. Il y a des personnes qui ont une maturité numérique à 12 ans. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas à 60 ans. La maturité numérique, c'est pas une question d'âge chronologique, c'est une question d'accompagnement éducatif lié à ce que vous êtes. C'est pas uniquement l'éducation. Et Yves Collard peut multiplier le travail d'éducation. Il sait qu'il va devoir faire quelque chose de collectif, mais toujours individualisé, parce que chacun aura un cheminement particulier. Mais on va arriver... La maturité, finalement, numérique, c'est ne pas se laisser aliéner par ce que le numérique fait de nous, mais considérer que le numérique est un média qu'on peut utiliser et qu'on maîtrise de manière suffisante pour ne pas se laisser envahir par lui. Yves Collard, le média numérique tel qu'on le présente aujourd'hui est encore un petit peu jeune quand on regarde les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est une dizaine, quinzaine d'années. Est-ce qu'on peut se dire que dans quelques années, on aura peut-être une maturité aussi, nous, dans les discours sur ces réseaux, et qu'on aura un peu plus de distance et qu'on se dira, voilà, on peut effectivement voir aujourd'hui que ces maladies de la jeunesse de ces réseaux sociaux sont un petit peu estompées. Cette idée de maladie de la jeunesse, c'est un problème ancestral. Déjà, à l'Antiquité grecque, on se méfiait de la jeunesse. Par contre, la question, est-ce que ça va évoluer? Notre regard par rapport aux médias va-t-il évoluer? J'ai envie de dire, malheureusement non. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un nouveau média apparaît, il est d'abord diabolisé. C'était vrai avec la presse, c'était vrai avec le cinéma, c'était vrai avec la télévision. Et d'ailleurs, on leur accole les mêmes critiques. Ça rend idiot, ça rend obèse, ça rend fou, même dans certains cas, ça sépare les gens entre eux. Et puis, à un moment donné, les adultes s'emparent du média en question. C'est le cas pour TikTok. Pour le moment. Donc les adultes s'intéressent à la question, les adultes utilisent TikTok, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, les adolescents iront sur un autre média qui va de nouveau recevoir le même genre de critique, le même genre d'assaut, et donc on sera reparti pour un tour. Donc le regard va peut-être changer globalement, mais il y aura toujours quelque chose à critiquer. Oui, nos enfants nous échappent toujours d'une manière ou d'une autre. Et on peut l'espérer, et j'ai envie de dire tant mieux pour eux. C'est une bonne conclusion. J'ai le sentiment, on va quand même essayer malgré tout d'apporter cette conclusion. Il est 11h12. Bruno Humbeck, juste, on l'a fait, souligner la créativité bien sûr du réseau social. Yves Collard vient de nous le rappeler. Les jeunes, de toute façon, ont leur code. Ils iront sur les réseaux, ils créeront des choses qui échappent aux parents, et c'est très bien ainsi. Juste une petite conclusion que vous souhaitiez apporter. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de toujours garder un regard nuancé, c'est-à-dire de s'interroger en se disant, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif derrière, en ce compris TikTok, et quels sont les risques auxquels j'expose mon enfant et mon adolescent en le laissant aller sur ces réseaux sociaux, et quelle doit être mon attitude je dirais bien, de bienveillance pour recevoir ce qu'il y vit sans critiquer le réseau social ou critiquer l'idée qu'il a été sur ce réseau social. C'est-à-dire pouvoir dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce que tu es en train de vivre? Notamment sur le travail sur l'estime de soi. Rassurer les personnes sur l'obligation qu'ils ont de ne pas être une personne parfaite qui revendique cette perfection et de se considérer comme aimable. Vous savez, quand Blanche-Neige disait un jour mon prince viendra, elle n'a pas dit qu'il serait beau. Elle a dit un jour quelqu'un m'aimera parce que je suis aimable. Et l'estime de soi, c'est l'affirmation inconditionnelle du fait qu'on est aimable. Et ça, il y a un seul endroit où on peut le construire, c'est pas dans des écrans, c'est dans le regard de ses parents qui nous vivent comme irremplaçables. Et Blanche-Neige, ce qu'elle dit, c'est pas un jour mon prince viendra et il m'aimera comme il aimera plein d'autres. Un jour, un prince m'aimera et me préférera aux autres.
comme je l'ai été aux yeux d'un parent, parce que chaque enfant vit dans le désir d'être l'enfant préféré de ses parents. Et c'est pour ça que les regards des adultes restent indispensables pour construire les enfants et les adolescents, et que le média ne va jamais le remplacer. Si vous le voulez bien, Yves Collard, on gardera ce discours du Bruno Humbeck comme conclusion à ce débat passionnant, je trouve, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, vraiment, à tous les deux. Bruno, on vous retrouve régulièrement. Yves Collard aussi, on vous invite peut-être moins souvent, mais on l'a toujours fait sur les réseaux sociaux, la formation, l'éducation, on l'a rappelé aujourd'hui, vous êtes le bienvenu dans nos studios. Merci beaucoup, c'est Bob Marley qu'on va s'écouter, c'est très sympa de réentendre Bob Marley, Get Up, Stand Up, et puis nos rendez-vous, nos retrouvailles, des contes justement pour nos enfants sur la question du genre.